Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission, comme chaque lundi, le directeur de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, la semaine commence tranquillement, il y a encore beaucoup d'hésitations, on le voit sur les marchés en Europe. Enfin, le réveil déjà était difficile ce matin pour l'économie japonaise. Tout est parti évidemment du Japon, on attendait le chiffre du PIB, on ne s'attendait pas à un Japon qui retombe en récession. Oui, c'est un petit peu une bonne illustration de ce qui se passe actuellement et le réajustement des marchés face à cette croissance mondiale ou croissance japonaise ou croissance en zone euro. C'est-à-dire que les marchés ont plutôt anticipé une hausse de la croissance mondiale. On est dans une période où justement on commence à prévoir les anticipations de 2015. Donc on se dit, bon alors comment peuvent être, qu'est-ce qui peut porter les marchés boursiers, les marchés d'actions sur l'année prochaine, puisqu'on a toujours des marchés d'anticipation qui achètent la croissance des bénéfices futurs. Et puis la plupart du temps, il peut y avoir des soutiens un peu artificiels. On se dit, tiens, il y a baisse des taux, un potentiel de baisse des taux qui peut soutenir les PE et les cours des actions. Bon là, pas de bol, on est plutôt en fin de course. Ça fait 30 ans que les taux d'intérêt baissent. On est plutôt en face de nous, face à une hausse des taux, notamment des taux directeurs, puisque la a annoncé que 2015 serait l'année de la hausse des taux. On peut avoir des soutiens justement des banques centrales artificielles, quantitative easing, achat, injection de liquidités. Là encore, pas de bol, très timide du côté de la Fed. On a justement arrêté en fait ces soutiens artificiels sur la première banque centrale au monde. Donc là encore, plus vraiment de soutien sur les marchés. On peut avoir le dividende de la paix, ouverture de la croissance mondiale, enfin du commerce mondial. Les entreprises peuvent en profiter et là encore plutôt décevant. On a plutôt fermeture des pays qui se referment sur eux-mêmes et des nouvelles géostratégies qui ne sont pas de très bonne augure. Donc il nous reste quoi quand on fait la liste des différents soutiens? Il nous reste la croissance économique qui est plutôt en berne, qui est plutôt dans un momentum, dans une tendance plutôt négative. Dans beaucoup de zones, alors les pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie. On a aussi là ce matin des mauvaises nouvelles en provenance du Japon. On s'attendait en fait un soutien très fort de la Banque centrale et puis badaboum, en fait on a une récession technique, c'est-à-dire 2 trimestres. Premier trimestre en rythme annuel à moins 7,3% et deuxième recul ce dernier troisième trimestre à moins 1,6%. Donc là encore, des questions du côté du Japon. Et puis j'allais dire, ça illustre bien un petit peu ce qui peut se passer en zone euro, puisqu'on sait que l'Allemagne est en ligne de mire le Japon. C'est une économie qui est assez proche, qui profite normalement des exportations mondiales. Donc on se dit, si le Japon va si mal que ça, il y a de fortes chances que ça arrive aussi chez nous, en tout cas en Allemagne, chez notre voisin allemand. Et effectivement, les chiffres de la semaine dernière ne sont pas faits pour nous rassurer, que la croissance en Allemagne était à 0,1%. Et donc on a évité la récession technique, mais on était vraiment. Mais il n'y a pas de quoi se satisfaire pour autant. Voilà, pas de quoi se satisfaire. C'est moins pire, si je peux me permettre, que ce qu'on attendait. Et puis quand on regarde aussi la France, je vous donne les croissances trimestrielles de la France. On était à plus 0,2, ensuite on a fait moins 0,2, ensuite plus 0,2, ensuite moins 0,3, ensuite plus 0,2, ensuite moins 0,1, ensuite plus 0,3. On voit on est vraiment autour des 0%. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on ne doit la croissance positive la plupart du temps qu'à l'effet commande publique. Donc c'est pas tellement l'activité privée qui tire la croissance quand il y a une croissance en France, mais plutôt les commandes publiques. On a l'impression que les commandes publiques viennent éviter à la France la récession technique dès qu'on pourrait avoir 2 trimestres de négatifs. Hop, il y a les commandes publiques qui sont là pour corriger le tir. Dans ce contexte-là, quand on vous entend, Jean-François, on se demande comment est-ce que les marchés tiennent encore à 4002 ? Alors effectivement, on a vu des doutes pointés du côté des bancaires, des cycliques ces dernières semaines, qui sont les premières exposées. L'énergie aussi. Il y a des indicateurs comme ça qui sont assez clairs, des marqueurs aussi du côté des taux d'intérêt, c'est-à-dire quand on veut savoir un petit peu ce qu'anticipent les marchés et le mouvement sur les banques centrales, on regarde des marqueurs comme les devises, les périphériques et les taux souverains. Alors les périphériques, légère tension en Italie et en Espagne et au Portugal ce matin, et plutôt baisse des taux allemands et français, puisque le taux allemand est à 0,76 sur le 10 ans. Donc on est vraiment parmi les points bas. Et la France frôle les 1% sur le 10 ans, 1,10. Donc ça montre bien que du côté aussi des obligataires, c'est pas l'euphorie, on s'attend à une hausse des taux, on s'attend pas à de l'inflation, loin de là. Et donc on reste toujours
justement dans l'expectative, avec toujours des marchés qui... Il n'y a pas vraiment de rotation, donc c'est plutôt d'une manière générale depuis le début de l'année quand même les défensives, et ça vient prendre à contre-pied l'ensemble des gérants en fait. Alors qu'est-ce qui peut nous sauver en cette fin d'année? Quelles sont les lueurs d'espoir, puisque là on vient d'évoquer les points négatifs? Sans doute la BCE qui peut encore agir, puisque la grande nouvelle ce serait justement une banque centrale en Europe qui achèterait de la dette souveraine. Pour l'instant elle n'a pas encore activé levier, mais je pense que la nécessité fait loi, donc elle va devoir justement agir. La deuxième chose, c'est quand même l'économie américaine. Alors pour l'instant, c'est la seule économie qui porte la croissance mondiale, et d'ailleurs ça a été évoqué au G20 ce week-end. Comment relancer un petit peu la croissance mondiale et comment les politiques peuvent relancer de manière concertée la croissance. En tout cas, c'est sûr que la première économie mondiale est plutôt en bonne forme, donc heureusement, elle peut rester longtemps en bonne forme dans un contexte mondial qui ralentit, où toutes les économies replongent ou en tout cas n'accélèrent plus? Alors c'est sûr que l'économie américaine et ceci assez de spécifique, c'est qu'elle est quand même très tournée vers la consommation des ménages. Et quand on regarde consommation des ménages, résultat des entreprises, investissement des entreprises, on est relativement protégé. Le dollar reste encore sur des niveaux assez faibles, acceptables, donc il n'y a pas trop de pression pour les valeurs exportatrices, les taux d'intérêt restent encore assez bas, donc les coûts de financement pour les entreprises restent encore intéressants, et les ménages, l'effet richesse sur l'immobilier, sur les actions, en fait, a plutôt tendance à donner du baume au cœur. On verra d'ailleurs les premiers résultats cette semaine de sociétés liées à la distribution, donc la fin d'année va être stratégique, parce que si effectivement les États-Unis flanchent, là, pour le coup, il ne nous restera plus grand-chose à quoi se raccrocher. Plus de soutien et on s'attendra justement à des marchés assez difficiles. Bon, des marchés qui restent pour l'instant scotchés aux 4200 points, alors qu'on a eu deux éléments importants. Tout d'abord, la production industrielle aux États-Unis, un chiffre qui était très attendu pour le mois d'octobre, qui recule de manière surprenante. On attendait une progression de 0,2%, on recule de 0,1%. Ça provoque pas de panique sur les marchés. Tant qu'on a des chiffres mitigés comme ça aux États-Unis, ça veut dire quoi? Que la Fed n'est pas pressée de remonter ses taux. C'est comme ça que le marché l'interprète, en tout cas, Jean-François. Oui, je dirais la dernière action de la Banque centrale, côté faucon, colombe, donc c'est plutôt une montée en puissance des faucons et de la politique dure, j'allais dire, plus orthodoxe de la part de la Banque centrale américaine. Mais le dernier levier, c'est quand même la hausse des taux. Un peu, souvenez-vous de 94, hausse des taux de 270 points de base, et c'est venu en fait réentraîner une crise en fait sur l'économie mondiale. Donc elle a ça en tête, elle ne veut surtout pas aller trop vite, et donc garder cette hausse des taux, cette arme, j'allais dire un peu nucléaire, que quand elle sera sûre. C'est sûr que la Banque centrale américaine, voyant le Japon plonger, voyant la zone euro en difficulté avec la crise ukrainienne, la crise russe, elle en tient compte et n'a pas tellement envie d'agir trop vite. Et donc ça sera au plus rapide juin 2015 et sinon septembre-octobre 2015. Bon, et puis l'autre élément important, c'est Mario Draghi là, qui s'exprime devant la Commission européenne, la Commission des affaires économiques et monétaires. C'est sa traditionnelle audition trimestrielle au patron de la Banque centrale européenne. Il commence son discours en indiquant que les risques pour les perspectives économiques restent orientés à la baisse et que la BCE surveille de près les risques sur l'évolution des prix. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. On va